Bah, c'est parti. Ouais. Ah, c'est déformé, j'avais. Bon, bref. Euh, Bon, alors, à la base, en fait, c'est Marc m'a appelé pour me dire, tiens, tu veux venir parler? Je dis oui, mais sur quoi? Je sais pas. Bon, bah, je vais faire du GPGPU, on va voir. Donc, bon, je vous préviens dès le début, hein, il y a 2 mois, j'y connaissais encore pas grand-chose au GPGPU, donc j'ai découvert des petits trucs. Et puis, tant qu'à faire, je l'ai fait en .NET parce qu'on sait, tout le monde sait le faire, c'est trop facile. Donc, je vais vous montrer 2 choses ce soir. Déjà, un premier truc qui fonctionne, qui montre que c'est pas si compliqué que ça à faire, d'attaquer en fait un GPU en .NET. Alors là, en fait, je suis connecté sur une machine qui a une GeForce à l'intérieur, donc c'est une carte Nvidia. Donc du coup, ça va être du CUDA derrière, qui marche pas forcément avec les cartes ATI. Il faut savoir qu'on peut faire du OpenCL sans trop changer. Je vais vous montrer ça rapidement. Et donc le principe, c'est que vous avez un package NuGet qui s'appelle CUDAFI. Vous le mettez dans votre projet et à partir de là, vous êtes prêt à faire du GPGPU. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et donc après, ce qu'il faut connaître, il faut savoir faire du CUDA. Et donc ça, c'est pas compliqué. En fait, basiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une méthode qui est forcément statique. On lui met un attribut CUDAFI. Et voilà, ça roule sur le GPU. C'est pas plus compliqué que ça. Merci, au revoir. Donc c'est pas plus compliqué que ça dans l'absolu, sachant qu'il y a quelques petites contraintes. Alors en fait, ce que va faire CUDAFI derrière, c'est qu'il n'y a pas de magie. Il va prendre votre code .NET, il va le traduire en C, il va compiler le code C, il va faire le link avec votre code .NET de manière à ce qu'on n'ait pas à faire ça, parce que traditionnellement, quand on fait du GPGPU en .NET et qu'on a sans utiliser CUDAFI, ce qu'on fait, c'est qu'on code la partie GPU en C. Et on fait le link à la main, un grand coup de DLL import et de trucs comme ça, ce qui permet d'attaquer des méthodes en C depuis le .NET. Ça impose de connaître les 2 langages. Et puis bon, le CUDA en C, c'est un peu violent. Je vous montrerai ce que ça donne derrière. Juste pour ça, c'est rigolo. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, là, c'est un exemple qui fonctionne. C'est plus ou moins le Hello World du GPGPU. Hein, c'est de l'addition de vecteurs. On va prendre 2 vecteurs. Enfin, ça, la multiplication de matrice, c'est un peu pareil. Donc j'ai 2 vecteurs d'entrée A et B, et puis je vais les additionner, je vais mettre le résultat dans C. Et j'ai un petit paramètre bizarre qui est un paramètre de type gthread au début, qui va vous donner en fait l'identité du thread qui est en train d'exécuter la méthode. Parce que le principe du GPU, c'est du parallélisme massif. Donc c'est pas on lance 8 threads ou 10 comme sur un CPU, hein, on va lancer un petit million et puis on va voir ce que ça donne. Et donc, le principe, c'est de dire, là, alors la méthode de vecteur, là, elle ajoute un élément. Elle prend un élément, voilà, l'élément, je sais pas, 308 du vecteur, elle ajoute A et B, elle le met dans l'élément 308 de C, et puis voilà. Donc, c'est pas hyper intéressant côté perf. Hein, il y a des façons beaucoup plus intéressantes de faire ça, notamment en batch, de batcher le vecteur. Mais bon, l'idée, c'est de montrer comment on peut attaquer le GPU hyper facilement. Et donc, le truc, c'est de trouver effectivement quel indice on va faire. Et donc, pour trouver cet indice, on va se baser sur l'identité du thread qui nous exécute. Et l'identité du thread, c'est quoi? C'est le thread x.x, sauf que les threads dans un GPU, on ne sait pas, quand je dis on en lance 1 million en parallèle, c'est faisable, c'est hyper simple. Par contre, on ne lance pas 1 million de threads. On va lancer 1000 blocs de 1000 threads. Enfin, 1024 blocs de 1024 threads, pour être précis, ça fait des puissances de 2, c'est plus sympa. La particularité de ces blocs dans un GPU, c'est qu'ils vont partager un certain nombre de choses, notamment au niveau des accès mémoire et des caches. D'accord? Et donc, vous allez avoir un paquet de. Alors là, le maximum sur le GPU qui est derrière, qui est une GeForce 780 Ti, si je ne me trompe pas, c'est 1024 threads par bloc. Sur les derniers, les Pascal, on doit monter à 2048, je crois. Mais bon, je n'avais pas de Pascal pour tester. Si quelqu'un a 1500 € à me prêter, je vous refais la même dans 2 mois avec un Pascal. Et donc, on va lancer des blocs. Et ces blocs, en fait, c'est quoi? C'est un ensemble de threads qui vont partager une zone mémoire. On parlera plus tard, je vous parlais du cache, des systèmes de cache mémoire, de cache L1, L2 dans le GPU qui ne fonctionnent pas vraiment pareil que dans un GPU, que dans un CPU. On rentrera un peu plus dans le détail après quand je vous montrerai l'exemple suivant. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je fais une méthode qui va ajouter 2 entiers, on va trouver l'identité. Donc on va prendre
l'identifiant du bloc, on va le multiplier par la taille du bloc, on va rajouter l'identifiant de la thread, ça va me donner mon indice dans mon tableau, j'ajoute les deux et c'est réglé. Et alors comment je fais pour faire ça? Eh bien, je vais d'abord traduire mon code. Donc le CUDA File Translator, en fait, c'est lui qui va traduire le code C# qu'on vient de voir. Donc en fait, il va parser tout le code, il va repérer les méthodes qui sont marquées CUDA File, il va les réécrire en C, il va compiler donc avec NVCC, donc le NVIDIA Compiler, le C, ce qui va nous donner. Alors, il y a un format intermédiaire qui est le PTX, puis après ça donne une DLL en C, et il va linker la DLL en C avec la DLL en .NET sans qu'il y ait rien à faire. Ensuite, on récupère une référence sur le GPU. Ah ouais, je vais peut-être faire un peu plus gros. On charge le module qu'on vient de traduire. Alors bien évidemment, la traduction, on pourrait la faire hors ligne. Hein. Là, dans le cadre de cet exemple, je la fais pendant le programme. Si on veut un peu de perf, il vaut mieux la faire en ligne parce qu'elle prend 3 secondes quand le module n'a pas été traduit. Donc, bon, si vous prenez 3 secondes de hit au début de chaque algorithme, forcément, votre GPU, il a l'air moins intéressant d'un seul coup. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie, donc j'ai deux vecteurs A et B, que j'ai initialisés ici, hein, avec des valeurs basiques, où j'aurais pu mettre du random, mais c'est pas grave, qui sont donc dans la RAM de l'ordi, côté GPU. On les envoie, côté CPU, on les envoie sur le GPU, on les copie. On alloue la place pour le vecteur de sortie. Et puis je vais venir tout de suite à cette ligne-là, parce que c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude dans .NET, c'est qu'il n'y a pas de garbage collector sur un GPU. Donc, ça veut dire que c'est à vous de gérer la mémoire, d'allouer, de désallouer, et de ne pas oublier de désallouer, parce que sinon, au bout d'un moment, le GPU, il fait « Oh Dieu, j'ai plus de RAM », et il refuse de faire quoi que ce soit. Et donc là, après, ce qu'on fait, c'est qu'on va démarrer. Voilà, donc je démarre des blocs de 1024 threads, j'en démarre autant que nécessaire selon la taille de mon vecteur, et j'appelle la méthode addVector sur à chaque fois, avec les trois vecteurs, donc les deux que j'ai copiés sur le device et celui que j'ai alloué, et ensuite je récupère le résultat. Donc ça, c'est le Hello World, c'est hyper simple, ça permet de mettre la main à l'étrier, de faire un truc qui fonctionne. Ça fonctionne même plutôt pas mal. On va se mettre en release quand même. Si je fais ça sur un paquet, sur un vecteur de 10 000 éléments, voilà, je me retrouve avec 24 secondes sur le GPU et 3 sur le CPU. Donc le GPU va moins vite. C'est ce que je voulais, c'est parce que j'additionne les éléments un par un. C'est le principe, c'est alors du coup j'ai un coût énorme. Pourquoi? Parce que je lance un thread pour faire une addition et je la tue. Et même sur un GPU, démarrer un thread, ça a quand même un petit coût. Ça s'optimise très facilement, c'est-à-dire qu'au lieu de faire le truc basique, là, au lieu d'additionner une valeur, vous additionnez les valeurs 128 par 128. Alors, il y a une raison, nombre 128. Et d'un seul coup, ça va pulser, vous allez diviser votre temps, globalement à peu près par 128 en fait. Alors pourquoi 128? Parce que c'est à cause des transactions sur un GPU. Sur un GPU, comme un CPU, il ne sait pas monter en cache un entier. En l'occurrence, les NVIDIA, jusqu'à la génération 8, ils les montent par paquet de 128, et ils sont passés à 256 sur les 900 et les 1000. Donc, vous montez forcément 128 octets d'un coup. Donc, du coup, forcément, 128 entiers d'un coup, pardon, 128 entiers. Donc, du coup, additionner les entiers un par un, ça ne sert à rien, parce que j'en monte 128, j'en additionne un, je remonte 128, j'en additionne un, je remonte 128, j'en additionne un. En termes de perf, bon, il y a moyen de faire mieux sans trop forcer, quoi. Donc voilà, ça c'était comment on fait du GPU en .NET, c'est pas hyper compliqué. Bon, je fais du code très crade, hein, faites pas gaffe, il y a des trucs moches qu'il faut. Si vous avez ça dans votre code chez vous, vous fusillez le développeur tout de suite. Mais bon, donc le principe c'est trois étapes. Traduire le code C# en .NET, récupérer l'accès au GPU. Et donc là, c'est ce que je disais, on a du CUDA, mais on peut aussi choper de l'OpenCL. Et là, ça va marcher sur de l'AMD. D'accord, ça marchera aussi sur du NVIDIA, ce sera moins performant, c'est tout. Et puis derrière, lancez votre méthode, enfin vos kernels. Alors ça s'appelle des kernels dans le vocabulaire CUDA. Lancez vos kernels sur le GPU. Bon, et puis gérer la mémoire au passage, mais ça c'est annexe. Et donc à partir de là, je me suis dit, il y a un truc intéressant, c'est que alors j'avais suivi un cours sur Coursera il y a longtemps, c'était ici avec d'autres personnes d'Octo à l'époque, et dedans il y avait un algorithme qui consistait à trouver la coupe minimale dans un graphe. Donc la coupe minimale dans un graphe, si je vous fais un graphe
On va faire un graphe à 8 nœuds. Hein. Voilà, la coupe minimale dans ce graphe, elle se situe là parce que c'est la moyen de couper un graphe en deux, de telle sorte qu'il y ait le moins de liaison entre les deux. Ça sert à trouver les points faibles dans une gestion de réseau, par exemple. Ça sert aussi à isoler, si vous faites du réseau social, typiquement, vous représentez les gens comme ça avec les interactions, ça peut vous servir à dégager les groupes d'affinités et à dire, oh, bah, tiens, je vais cibler ceux-là avec telle pub, ceux-là avec telle pub, parce qu'ils se rapprochent de tel centre d'intérêt. Bon, bref. C'est un problème qui a ses usages. Et le meilleur algorithme qu'on a trouvé aujourd'hui pour le résoudre, c'est l'algorithme dit de Karger, qui consiste à dire, bah, pour trouver la min-cut, je vais prendre 2 nœuds au pif, mettons ces deux-là, puis je vais les fusionner. Je vais en faire un seul nœud. Donc du coup, cet axe-là, forcément, il disparaît. Par contre, il reste les autres. Puis après, je vais continuer. Et puis, si j'ai du bol, je vais finir comme ça et je vais trouver 2. Alors si j'ai pas de bol, je vais finir comme ça et je vais trouver 7 ou 8. Donc, je le fais au pif. Puis après, bah, si je le fais suffisamment de fois, je vais finir par trouver la bonne solution. Le principe consiste à dire, c'est des stats hein, derrière. Si je le fais au moins 3n carré, n étant le nombre de nœuds, si je le tire au moins 3n carré de fois en choisissant chaque fois les nœuds au hasard, j'ai plus de 99% de chances de tomber sur la bonne solution. À 6n carré, vous êtes à 99,5. Bref, le principe consistant à dire, bah tiens, je vais faire suffisamment de fois la même chose, et puis ça va bien finir par me prouver le bon truc. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, bon, j'ai d'abord essayé de le résoudre traditionnellement. Sur un graphe à 200 nœuds, ça me prenait 20 minutes. Après, j'ai optimisé l'algo un petit peu, tout ça. Je suis descendu à 6 secondes. Et là, je me suis dit, ouais, mais bon, bah, sur un graphe à 200 nœuds, on tire 120, on fait 120 000 fois la même chose, quoi. Ça crie parallélisme. Et donc, du coup, un GPU, ça tombe bien, c'est fait pour ça. Donc, je me suis dit, bah, je vais essayer de faire ça sur le GPU. Et on va voir ce que ça donne. On va voir comment il faut modifier l'algo et comment il faut le coder et tout ça. Je vais vous spoiler tout de suite la fin, ça ne marche pas sur un GPU. Pour une raison que je vous expliquerai plus tard, mais en fait, il ne se paralyse pas du tout sur un GPU comme il faut. Le principe consistant à dire, bon déjà, ma première implémentation naïve consistait, bah, j'ai fait une belle classe graph, hein, avec des liens, puis ma classe graph, enfin ma classe nœud, une classe nœud. Ma classe nœud, elle avait une méthode merge, et puis elle se chargeait de tout. Et bah, ça prenait 20 minutes sur un truc de 200. Pourquoi? Bah, parce que à chaque fois, qu'est-ce que je faisais? Bah, à chaque fois, j'allais détruire ces graphes, donc je désallouais de la mémoire, et puis j'en réallouais parce que je crée un nouveau nœud à partir de ces deux-là, je tirais, enfin bref. Vous qui venez au Perfus régulièrement, je vous apprends rien en vous disant que les allocations mémoire, c'est le truc qui coûte le plus cher dans un programme, et que moins t'en fais, mieux tu te portes. Donc du coup, au final, je suis arrivé à un résultat. Alors, je vais commencer à vous montrer un peu ce que ça donne. Un résultat où effectivement, ce que je fais, c'est que je dis, bon ben j'ai un certain nombre d'itérations, donc 120 000 dans le cas d'un truc à 200 nœuds, enfin 3n carré, quoi, n étant le nombre de nœuds. Et ben, bon, parallèle fort, parce que quand même, il y a plusieurs cœurs sur un CPU, autant en tirer profit. Et donc à chaque fois, ben, je vais lancer une contraction de graphe. Et une contraction de graphe, qu'est-ce que ça fait? Alors ça tenait sur un écran, forcément sur un 27 pouces, là ça tient moins. Ça consiste à dire, ben, je vais faire 8 étant le nombre de nœuds, hein, la hauteur de mon graphe. Je vais faire le nombre de nœuds moins 2 contractions pour qu'il m'en reste 2 à la fois. Et à chaque fois, je contracte. Alors pour contracter, c'est pareil. Il y a un truc qui est assez important, toujours on va rester sur la mémoire, on va tirer 120 000 fois sur le même graphe, donc ce qui est important, c'est de ne pas toucher à ce graphe-là. Parce que du coup, vous le lisez une fois, vous l'allouez une fois, puis après vous travaillez dessus et vous avez juste une mémoire de travail. Donc un principe de base, c'est on ne va pas toucher à ce graphe-là, on va le laisser. Donc on va contracter les nœuds sans y toucher, c'est-à-dire qu'en gros, ça se fait comment? Pardon, la solution la plus efficace à laquelle je suis arrivé, je ne dis pas que c'est la plus efficace au monde, parce qu'après je suis allé voir des papiers scientifiques, il y a des gars qui arrivent à faire des trucs de folie. J'ai pas tout compris, mais la solution la plus efficace à laquelle je suis arrivé tout seul avec mon petit cerveau consiste à dire je vais garder 2 tableaux. Un tableau qui va dire si le nœud 0 était fusionné avec le nœud 40, à l'indice 0, je marque 40. Et un tableau qui a une mémoire de travail qui va me servir à dire bon, ok, quelles sont les destinations valides depuis un nœud. Donc là, les destinations valides de mon nœud 40, c'est quoi? C'est toutes les destinations de 40 plus toutes les destinations de 0, puisque forcément, ils ont été mergés. Et donc, ce que je fais, je choisis 2 nœuds au pif. 2 nœuds qui n'ont pas encore été mergés, évidemment.
choisis 2 nœuds au pif qui n'ont pas encore émergé, je choisis un nœud au pif qui n'a pas encore émergé, et je choisis un deuxième nœud au hasard parmi la liste des destinations possibles. Ce qui fait que je travaille sur 2 tableaux que j'alloue une fois par thread pour le coup, mais c'est des tableaux de 200 nœuds sur un tableau de 200, enfin sur un graphe de 200, c'est de nombre de nœuds, quoi. Donc par rapport au truc initial où j'allouais, je désallouais dans tous les sens mes vertex, c'est beaucoup plus efficace. Et alors sur une implème en C++, quand c'est Sharp c'est un peu plus lent, on passe de 20 minutes à 6 secondes sur un graphe de 200 nœuds. C'est déjà pas mal. Sauf que après j'ai voulu mettre ça sur un GPU. Et là j'ai rencontré 2-3 petits problèmes. Premièrement, sur un GPU, vous n'avez pas de new ou de malloc ou de trucs comme ça ne marche pas. Il n'y a pas d'allocation dynamique. Alors c'est pas vrai. Il y a une allocation dynamique. Il y a une allocation dynamique qui est limitée au registre. C'est-à-dire que vous avez sur un GPU un thread a en gros accès à 65 000 registres. Donc vous pouvez allouer 65 000 entiers par bloc de thread, de 1024 threads. Ça ne fait pas beaucoup d'entiers par thread. En dynamique. Hein. Quand c'est du statique, ça marche différemment, mais sur de l'allocation dynamique, en fait, sur un GPU, sur un graphe à 200 nœuds, en fait, ça s'explosait parce que j'arrivais à allouer mon premier tableau, mais pas le deuxième, il n'y avait plus de place. Donc du coup, bon, c'était moyen. C'était moyen, et ça finit comment? Ça finit avec une... ils sont où mes tableaux? Ah oui, non, je vais vous montrer sur C++ parce que c'est un peu plus simple, c'est un peu plus parlant. Ça finit avec une bonne constante qui donne le nombre de nœuds et des tableaux de taille fixe. Donc, ce qui fait que si je veux jouer le même programme sur un truc qui a plus de 200 nœuds, il faut que je le recompile. Ou 500 nœuds en l'occurrence, il faut que je le recompile. C'est un petit peu un défaut, mais en fait, quand vous allez faire du GPU, vous allez voir, je vais mettre 200, ce sera plus simple. Quand vous faites du GPU, il y a ça à prendre en compte qui est hyper important, c'est justement le fait que on retravaille en mémoire limitée, chose qu'on n'a pas l'habitude. Surtout quand on fait du .NET où le garbage collector, son rôle étant de vous faire croire que vous avez autant de mémoire que vous voulez. Là, c'est pas vrai. On est sur une mémoire ultra contrainte. En termes de local, je vous dis, on a en gros 65 000 registres, donc 65 000 entiers par bloc de thread, un bloc de 1024 threads. On a un petit cache L1 à côté qui n'est pas énorme quand même. C'est-à-dire que si vous remplissez tous vos registres, il va déborder sur le cache. Alors là, niveau perf, je ne vous parle même pas, ça vous prendre un hit monstrueux, mais il va déborder, donc on peut quand même en mettre un petit peu. Mais voilà, quoi, 400 entiers, ça passe pas typiquement. La limite est autour de, je crois que la limite est autour de 120, 130, on pourra regarder tout à l'heure, mais au-delà de 130 nœuds dans votre graphe, si vous essayez d'allouer 2 tableaux par thread, si vous considérez, ma première idée c'était de faire ça, c'était de dire, je vais lancer un thread sur le GPU qui va faire une contraction de graphe, je vais en lancer 120 000 en parallèle, dans le cas de mes 200 nœuds, puis on verra bien ce que ça donne. Et sauf que, blâme, ça marche pas. Ça marche pas parce que je peux pas allouer des tableaux dans mes threads. Je me dis, c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire autrement. Puisque je peux pas allouer 200 entiers dans mes threads, je vais allouer côté CPU. Je vais allouer je vais allouer côté CPU un gros tableau. Enfin, je vais allouer côté GPU un gros tableau, mais je ne vais pas l'allouer en local dans chaque thread, je vais l'allouer dans la mémoire du GPU. Le GPU, de la RAM, il en a. Pour le coup, il en a un peu. On parle de sa RAM globale, on ne parle pas de cache nulle part. Il y a 8 Go, sur le 780, il y a 8 Go de RAM. Bon, ça fait un peu de marge. Donc, là, pour le coup, deux tableaux de x9 fois 3n carré. Donc, on parle de 3n cube quand même en termes d'entier. Hein. Ça rentre jusqu'à 300-400 nœuds, ça rentre. Au-delà, ça rentre plus. Il faut commencer à tricher. Donc j'ai fait comme ça, je me suis dit je vais louer un gros tableau global et puis plutôt que d'avoir des petits tableaux locaux qui sont beaucoup plus rapides, chacun va taper dans le global. Donc ils vont redescendre par paquet de 128, par paquet de transactions de 128 octets, ils vont descendre dans les caches et on va travailler sur des paquets de 256 nœuds. Bon il y aura un peu des nœuds du voisin, mais c'est pas très grave. Ça devrait passer. Et puis là je me suis pris un autre truc dans les dents. Le TDR, Timeout Discover and Recovery.
Ça, c'est un petit truc très sympa. C'est-à-dire que Windows, il pense que votre GPU sert à faire du graphique. Du graphisme, le saut. Et donc, si vos shaders, parce que derrière, ça se traduit par des compute shaders, si votre shader, il met plus de 2 secondes à réagir, il dit, mais votre GPU, il est planté, l'affichage doit être figé, l'utilisateur, il n'aime pas l'affichage figé, je tue le driver et je le remets. Et j'en refais un nouveau. Oups. Donc, il ne faut pas que mes kernels durent plus de 2 secondes. Sinon, c'est mort. Et ce qu'il faut savoir, c'est que un GPU, ça a beaucoup de threads, mais chaque thread individuellement, il a peu de patates. J'avais trouvé une comparaison que j'avais trouvé énorme, c'est comme pour tondre votre pelouse, vous voulez tondre votre pelouse, votre CPU c'est une tondeuse. Ça vous coupe 10 000 brins à la seconde, d'accord? Et puis vous faites toute la tondeuse. Votre GPU c'est des petits ciseaux, il leur faut 30 secondes pour couper un brin, mais vous en avez 1 milliard. Donc, si chacun s'occupe de son brin d'herbe, votre pelouse elle est tondue en 20 secondes, alors que votre CPU, il faut faire tous les allers-retours, ça prend plus longtemps. Et c'est un peu ça en fait. Et donc chaque thread, individuellement, elle a peu de patates. Et donc, une réduction d'un graphe de 200 nœuds, ça prend un peu plus de 2 secondes quand même, parce que, déjà parce qu'on a des accès random, donc des fois il y a des accès mémoire qui se refont dans tous les sens, enfin bref. Et donc ça marche juste pas parce qu'on se prend ça. Alors, sous Linux, vous avez le même principe. Je me dis, tiens, je vais passer sous Linux, je vais essayer de faire ça en C, parce que Linux c'est mieux que Windows, mais non, pareil. Vous avez la même chose. Ah si. Sauf que je l'ai fait. Puis je me suis planté dans mon algo, j'ai fait une connerie, j'ai fait une boucle infinie. Puis là, tu as un joli bouton reset sur ton ordi. Tu n'as pas d'autre solution. Quand on affiche, parce que ça te fiche l'affichage, il ne répond plus. Et puis à partir de là, sorti d'un reset, tu n'as plus rien. Et en fait, c'est la raison d'être du mécanisme. C'est pour le cas où effectivement, et là on va le lancer sur le graphe de 200 nœuds, vous allez voir, ça va figer l'affichage pendant 5-6 secondes. Je l'ai passé à 10 secondes, on peut le régler aussi, je l'ai passé à 10 secondes. Mais bon. Donc ça veut dire que mon idée initiale qui était de dire je vais faire 120 000 fois une contraction de graphe, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'une contraction de graphe, c'est trop long, tout simplement. Alors si ça marche très bien sur un graphe de 8-10 nœuds, ça, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que là, si je vous dis, si je fais un graphe de 10 nœuds avec un min-cut de 1, par exemple, et que je lance, non, je vais lancer la version C# quand même, sur le GPU, non, le 10.1. Voilà quoi. Alors ça met 1400 millisecondes, dont à peu près 1400, dont à peu près 1420 d'initialisation du GPU. Faut pas faire gaffe. Là j'ai mesuré la totale, y compris, je voulais mesurer l'impact en fait de CUDA-Phi aussi à ce niveau-là. Tout à l'heure on déplacera la watch pour voir ce que ça prend réellement. Mais en fait, CUDA-Phi, donc là sur un truc qui est assez simple, il n'y a pas beaucoup de fonctions, il y a 3 fonctions à traduire. Quand le module n'existe pas, il met 3 secondes 5. Quand le module existe, il met 1 seconde 5. En gros, un peu moins d'1 seconde et demie juste à initialiser son truc. Donc donc voilà. C'est pareil, faire du GPU en .NET, c'est bien, mais il y a un hit initial sur la perf qui est assez important, qu'on n'a pas évidemment quand on fait du C. Donc voilà, donc là ça marche très bien, il y a 300 itérations, voilà, en plus, tiens, j'ai pas trouvé le mot edge count, j'ai pas eu de bol, c'est pas très grave, et voilà, et puis quand vous le faites en CPU, voilà, vous le faites en 8 millisecondes, bon, ça va plus vite, ça va plus vite parce que, là encore, un GPU il est fait pour faire du parallélisme massif, bon là, sur 300 itérations, on va pas très loin. Donc sauf que du coup, je l'ai dit, faire un seul kernel qui va faire une contraction de 200 nœuds, ça ne marche pas dès qu'on a trop de nœuds. On se plante, on se prend le TDR et on s'explose. Donc, je me suis dit, je vais faire ça autrement. Je vais découper mon truc en tout petits éléments. Et au final, ce que je vais faire mes 198 itérations de contraction. Je vais faire côté GPU et à chaque fois, je vais lancer un kernel qui va contracter 2 nœuds. Voilà. Ça devrait passer. Et c'est pareil, tout ce qui est random, plutôt que de les générer côté GPU à la volée, je vais générer un gros tableau de chiffres aléatoires en démarrage, et puis je vais le passer, je vais taper dedans. Et ça, en fait, c'est à peu près obligatoire. C'est pareil, il faut changer la manière de réfléchir.
Parce que j'ai facilement passé 2 jours à essayer de le faire rentrer, hein, ma contraction de graphe, en disant tiens, si j'enlève ça, si j'optimise un peu ça, machin, tout ça, non, ça rentre pas. On va chercher, si avec 200 j'arrive à le faire rentrer, à 300 nœuds c'est mort. Bon, puis des graphes à 300 nœuds quand vous faites du réseau social, autant dire que vous n'allez pas très loin, quoi. On parle plutôt de milliers, voire de millions, voire de milliards de nœuds quand on veut faire ce genre de choses. Donc du coup, ça rentrait pas. Donc du coup, ça vous oblige en fait à redécouper votre algo en disant bon ben mon truc qui avait l'air massif, qui était une contraction de graphe, je vais le couper en plusieurs étapes. Et mes étapes, c'est quoi? Ben, ça va être assez simple. Ça va être je vais avoir l'allocation de mon tableau de résultats. Je vais initialiser mes données random. Je vais initialiser ma mémoire de travail. Donc les données random, c'est le truc, ma mémoire de travail, c'est ça. C'est ces 2 tableaux. Je vais contracter le graphe, mais je vais faire les itérations côté GPU. Les 200 itérations, puis à chaque fois, je vais lancer 120 000 fois une contraction de graphe de 1 nœud. Je vais remplir le tableau de résultats, parce que c'est pareil, c'est bien beau d'avoir, mais après, il faut compter le nombre de nœuds qui restent, le nombre d'axes qui restent entre les 2 nœuds restants. Donc, il faut reprendre ce tableau-là où on a les perforations, où on a tout ça, et puis et avec le graphe, se dire, ok, le nœud 0 était relié au nœud 40, bon, celui-là, je ne le compte pas. Le nœud 0 était relié au nœud 25, le nœud 20, ah, c'est tombé bien, le nœud 25, il est finalement relié au nœud 3, qui est le deuxième nœud qui a survécu, donc celui-là, je le compte. Et donc, voilà. Donc, il faut compter le nombre de graphes restants. Donc, ça, pareil, je les séparais. Et puis, une dernière étape qui consiste à dire, bon, maintenant, c'est bien, j'ai un tableau côté GPU de 120 000 éléments, toujours dans le cas d'un graphe à 200 nœuds, qui contient le nombre de queues, le nombre de résultats de chacune de mes itérations. Je vais le rapatrier côté CPU. Et puis à la fin, je vais quand même libérer ma mémoire parce que je suis quelqu'un de propre, je nettoie derrière moi. Donc ça oblige à couper comme ça en fait. Vous allez couper en petites unités et il faut réfléchir à dire je ne vais pas faire des fonctions, je ne peux pas faire de méthode longue. Un kernel, ça doit être très très court. Quand on est sur du graphisme, les compute shaders, ils s'exécutent en moins d'1 milliseconde, typiquement. Ils vont rarement au-delà. Et ils sont taillés pour en fait. Et bien là c'est pareil, il faut il faut penser des opérations ultra petites côté GPU. Et l'idée c'est de dire, ok, l'opération n'est pas grosse, mais j'en lance beaucoup. Typiquement, la gestion de random, là je l'ai faite côté GPU. Je vais vous expliquer un peu la galère que ça a été, mais elle est faite côté GPU. Alors ça, je n'ai rien inventé, hein, c'est Nvidia vous fournit gracieusement le générateur. C'est compris dans le toolkit CUDA. Il s'appelle... voilà. Et donc du coup, il y a juste à appeler, le GPU rand et lui dire tiens, génère-moi n entier aléatoire. Ça se fait côté GPU, c'est beaucoup plus rapide que le faire côté CPU. Donc là, typiquement, mon gros tableau d'entier, je le génère côté GPU, c'est le GPU qui fait. Et là, le principe, c'est de dire, je suis allé voir un petit peu comment il faisait. C'est ça, en fait, vous lui demandez un million d'entiers aléatoires, il va couper ça en tranches de un petit millier en gros. Et il va demander à chaque thread, tu me génères une centaine, enfin à chaque bloc, tu vas me générer 2 ou 3 000, je sais plus le chiffre en tête, nombre aléatoire. Et donc le bloc, il va couper ça en un petit millier de threads, et chaque thread dans le même va générer une dizaine de numéros. Enfin, de quoi remplir le cache local, quoi. Ça remonte, et après c'est tout agrégé, comme c'est totalement indépendant les uns des autres. Peut-être une première opération de génération de seed. Donc les graines qui doivent être différentes évidemment pour chaque bloc, parce que sinon on se retrouve avec des séquences identiques, ça ne marche pas. Et puis après derrière, donc c'est totalement indépendant, ça se paralyse très bien, il n'y a plus qu'à à récupérer les résultats. C'est ultra séquentiel parce que chacune de ces threads écrit en mémoire, je génère 128 entiers, donc je vais écrire 128 entiers contigus. Ça tombe bien, ça rentre dans le cache local, c'est remonté en une seule transaction au niveau supérieur, ça va hyper vite. Et là on va reparler de .NET, parce que le faire fonctionner en .NET, alors c'est très simple, hein. C'est très simple, voilà, ça se fait comme ça. Vous faites un gpg.create, vous faites le generate seeds, vous allouez côté GPU le nombre de la taille que vous voulez, donc de votre itération compte, et puis vous dites generate, voilà, génère-moi les entiers. Si on génère-moi des entiers, c'est fait côté GPU, c'est pratique. Sauf que c'est pas si simple que ça, parce que quand vous faites ça, que vous lancez votre programme, il s'explose en vous disant ah non mais ça marche pas, je trouve pas la DLL current de 32-70. Parce qu'il faut savoir que CUDA-File, en fait, il n'a pas été mis à jour depuis le début de l'année.
Le projet n'est pas mort, hein, les gars continuent à travailler dessus, mais bon, ça n'a juste pas été... Voilà, ils galèrent un peu. Et que donc il a été construit contre la version 7 du toolkit CUDA. Aujourd'hui, on est à la 7.5 et la 8 sort d'ici la fin de l'été. Bonjour. Donc, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que le CUDA-File s'attend, quand on va taper dans les algos un peu précis que fournit NVIDIA, donc dans les algos il y a le random, il y a aussi les phases Fourier transform, enfin il y en a quelques-uns, quoi. Il va chercher les DLL par leur nom liés à la version du toolkit contre laquelle il est construit, et donc il va chercher la QRAND 32 parce qu'il prend du 32 bits, sous 70 parce que 7.0. Sauf que moi j'ai un 7.5, donc ça marche pas. Et donc du coup, forcément quand vous essayez de faire ça, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le code source de CUDA-File, on le link sur le bon CUDA, et puis on recompile, et puis voilà quoi. C'est simple dit comme ça. Bon, alors après, en vrai, ça a un peu plus compliqué, mais bon, on s'en sort. Il y a un autre truc aussi qui est assez handicapant, je ne vous l'ai pas dit, je vous l'ai caché, c'est que alors ça, c'est un problème côté NVIDIA. Donc là, je suis sur un Visual Studio 2015, dernier update. Donc l'update est sorti début juillet, hein, je le mets à jour, c'est bien, ça évite les bugs, ça évite les trucs comme ça. Sauf que chez NVIDIA, autant chez Microsoft, ils se sont mis maintenant à livrer régulièrement. Donc typiquement la partie TFS online est livrée toutes les 3 semaines, et en interne le Visual Studio il y a une nouvelle version toutes les 3 semaines en interne, et bon ils font un package tous les 3 mois pour le grand public, hein, pour vous et moi, mais bon ils sont sur des cycles de 3 semaines quoi. NVIDIA ils sont encore sur des cycles de 6 mois. Donc le 7.5 ne supporte pas du tout Visual Studio 2015, donc c'est à dire que là même si j'avais fait du C je ne pouvais pas débugger, etc. Et d'ailleurs pour exécuter mon machin, j'ai besoin de mettre en fait un lien vers le cl.exe, donc le clinker, qui va lier les DLL générés par CUDA-File avec mes DLL C#. Et sauf que si je le pointe vers le clinker de Visual Studio 2015, ça ne marche pas. Parce que ils ont depuis 2015, ils ont adopté les dernières normes, hein, C++, C++, 14, etc. Et pareil pour le C, et que donc du coup le linker il marche plus du tout comme en 2013, et à ce niveau-là NVIDIA ne supporte pas le nouveau linker de Microsoft. Point. Et avec la version 8, là pour l'instant, la 8 sur le toolkit 8 RC2, il supporte Visual Studio 2015, RTM et Update 1. C'est-à-dire que si vous avez mis à jour votre IDE, ça ne marche pas. Voilà. Donc en fait là c'est un problème qu'a NVIDIA, hein, tout simplement, c'est que entre temps il y a des nouvelles normes qui sont sorties pour le C, la norme C14. Microsoft l'a pris, il l'a intégré dans le linker et dans le compiler, et sauf que NVIDIA ils ont dit ah oui mais ça change la façon de marcher, et on n'y arrive pas et on galère, et ils espèrent fournir un support pour la 8 qui sort fin du mois, mais bon pour l'instant ils ne s'engagent pas trop, hein. Quand on va fouiller, les gars disent non mais on ne fait aucun commentaire sur la compatibilité, donc attendez-vous à ça aussi. Out of the box, je vous ai montré l'addition de vecteurs, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas les algos de NVIDIA, hein. Quand on fait juste nos petits kernels à nous, ça marche comme ça, j'ai rien eu à faire. Enfin, si j'ai eu à le pointer vers le linker de Visual Studio 2013, donc à installer un 2013 et puis à dire mais je peux tout travailler en 2015, il n'y a pas de problème. Bon alors, débugger sur un GPU, on oublie. Hein, voilà. Alors il y a un truc qui s'appelle Nsight, qui est fourni pareil par NVIDIA, qui permet pas vraiment de débugger, mais qui permet de prendre des photos du GPU à différents moments et d'aller creuser l'état. Mais ça reste de l'échantillonnage. Il n'y a pas de pas à pas, il n'y a pas de truc comme ça. Donc je vous dis, j'ai fait un moment du debug au printf, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que j'ai rajouté des printf dans mes méthodes, et des vrais printf, hein. C'est-à-dire que si je mets des console.writeline, ça ne marche pas. Je l'ai fait comme ça, c'est-à-dire que dans la classe gthread, vous avez une méthode qui s'appelle insertCode, et puis là, vous mettez votre printf en C, avec un petit truc rigolo, c'est que là, vous voyez, mes variables, elles ont des noms sympathiques. Hein, donc iteration index, redirection start index, voilà, donc je les ai nommés. Alors, c'est pas forcément un nommage idéal, hein, j'ai pas passé une demi-heure à réfléchir au nom de chaque variable, mais bon, au moins elles ont un nom. C'est pratique. Ouais.
Regardez ce qui me génère. Le point CU, il est où le point CU? Voilà, ça c'est ce qui me génère. Oh, regardez le nom des variables. Oups! Il a renommé les entiers num, puis num0, num1, num2, num3. Il a renommé les arrêts array 0, puis array1, array 2, array 3. Enfin bref, vos noms de variables, à part le nom de vos paramètres, et encore, tu vois, même là, parce que là, je lui ai passé un entier, donc il a passé un entier, puis il a passé la longueur du tableau, évidemment, et puis le deuxième tableau, puis la longueur, donc là, on est sur l'addition de vecteurs, etc. Donc bref, il vous renomme tout. Donc si vous voulez faire du printf, eh ben, vous ouvrez votre C, et puis vous dites, pour voir les noms de variables, je vais repérer en disant, alors attends, cette variable-là que j'ai appelée en C#, redirection validée start index, c'est num1, parce que c'est le deuxième entier que je déclare. Donc voilà, dans mon printf, je vais mettre num1 et ça devrait passer. Autant dire que faire du GPU en .NET sans savoir parler le C, sans savoir lire le C couramment et le C NVIDIA, parce que bon là, alors là on est sur l'addition de vecteurs, vous voyez, c'est assez simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui tuer, je vais tout tuer, tiens. Voilà. Je vais rebuilder, je suis sur quoi? Je suis sur la release. Ouais, j'ai un build en release. Et je vais relancer mon GPU. Ah bah tiens, je vous disais quoi? Je vous disais que... ah non, le 10. Ah oui, forcément, j'ai tout. Il faut que je recrée mon graphe. Je recrée mon... Oula! Alors le créer de graphe, je l'ai fait en 10 secondes. J'ai pas fait qu'il n'y a aucun contrôle d'erreur, donc c'est pas impossible que... Voilà. Une fois sur deux, il marche pas. Je vais recommencer. Ouais. Quand je vous disais que des fois c'était rigolo. Alors là, ce qui se passe, c'est que je vous ai dit, c'est que dans mon pass, il n'y a pas le lien vers le cl.exe. Tout à l'heure, ça passait parce que je l'avais déjà compilé une fois avant. Je suis où là? Slash, et comment je l'appelais? Je m'étais fait un petit PS1 setup pass, voilà. Hop là, ça devrait marcher mieux là. Donc là, il va me compiler, et puis voilà, bon il a pris 4 secondes, hein, donc à peu près 3 secondes 5, voire un peu plus, quasi la totalité du temps pour générer. Et donc là, si on va regarder ce que ça donne le point .cu, parce qu'il le donne toujours pareil, donc il faut régénérer. Yes, je veux le recharger. Voilà, ça donne des trucs un peu plus rigolos avec num2, 3, 4, 5, avec des i, un num3 qui se retrouve là, on a des graph-wis, on a des j, enfin bref, c'est voilà quoi, il faut bien lire, il faut savoir lire ça. Vous avez alors le global qui dit on sait, ça c'est un truc qui peut s'exécuter sur le GPU. Mes 3 paramètres se sont transformés en 8. Pourquoi? Parce qu'avec chaque tableau, il passe la longueur. D'accord. Le gthread a disparu au lavage, dont je vous parlais, parce qu'en fait, ces variables-là sont des variables globales, enfin pas des variables globales, des variables locales au thread, mais qui sont faites côté GPU et qui sont disponibles dans C, donc on sait qu'on les a en C, sauf que C#, lui, si on commence à utiliser des variables qui ne sont pas déclarées, il a tendance à râler, alors que C, il s'en fout, il dit bon, je la trouverai bien en link, je la trouverai en link plus tard, c'est pas très grave. Voilà, on va se retrouver avec des petits trucs comme ça aussi. Alors ça, je vous en parlais tout de suite, c'est ce qu'on appelle la constante memory, mais bon, bref. En gros, voilà, je vais faire des dièse define avec des valeurs en dur pour pouvoir les réutiliser après, parce que forcément, comme il n'y a pas d'allocation dynamique côté GPU, je vous disais, il faut bien que je donne la taille des tableaux quelque part. Donc voilà, donc du coup, si vous voulez mettre du printf, il faut savoir lire ça couramment, puis savoir faire le mapping entre ce code-là et votre code C#. Alors ça, entre le C et le C#, on n'est pas très loin. Ça reste la même famille de langage. J'ai pas essayé. Qu'ils disent que QDAFH ça marche aussi en F#. J'ai un peu peur pour le coup de ce que ça peut donner quand on passe du fonctionnel à du C qui fait la traduction et qui faut faire le mapping pour savoir ce qui s'est passé. J'ai pas essayé, j'avoue, j'ai pas eu la curiosité d'aller jusque là. Mais bon voilà quoi. Donc au final, ça vous donne des trucs comme ça avec des petits trucs sympathiques. Et donc quand on veut débugger là-dedans, forcément. Et puis alors, après c'est pareil. Le printf c'est sympa. Mais quand vous faites un printf dans un truc qui se lance 200 fois, 120 000 fois, donc bon, quand même beaucoup de trucs affichés à l'écran, pour aller trouver précisément ce qui s'est passé à l'endroit qui vous intéresse, donc en fait ce que vous faites, vous dites bon, je vais faire qu'une itération,
plutôt que 120 000. Puis je vais regarder ce qui se passe, puis je vais essayer de comprendre. Ah, je pense que j'ai compris. Ah oui, mais en fait, non, ce que j'avais pas compris, c'est que mon problème, c'est pas quand j'en fais qu'une, c'est quand j'en fais vraiment beaucoup. Donc, du coup, ça marche moins bien. Enfin bref, on revient à des techniques de debug il y a 20-30 ans, quoi. C'est un peu rustique des fois. Et quand vous le faites en C, c'est un peu pareil, sauf que vous avez Insight qui vous aide un peu, c'est-à-dire qu'il vous permet de prendre des photos de votre GPU régulièrement et de dire, bon, bah, à ce moment-là, il y a tant de threads lancés, voilà l'état de chaque thread, et de couper. En fait, globalement, ça revient à trio ou printf. Hein. Ça va pas plus loin. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ouais, oui. Alors, il y en a certains, je me suis servi de l'émulateur. C'est-à-dire qu'au début, pour la mise en place de l'algo, pour savoir pourquoi enfin, le TDR, je ne savais pas ce que c'était la première fois que j'en ai vu un, il y a une erreur qui vous dit ah, votre GPU, erreur GPU. Bon, avec un code hexadécimal, vous cherchez sur internet et là on vous dit TDR. C'est quoi un TDR? Hein, bon, une heure de recherche Google plus tard, vous avez enfin compris à peu près à quoi ça ressemblait. Et puis là, là vous dites ok, comment je fais? Donc après, tu passes 2 jours à essayer d'optimiser ton algo pour le réduire. Puis après, tu dis, bon non, ça marche pas, il faut que je le tranche. Plutôt que d'optimiser le vertical, il faut que je tranche horizontalement. Mais voilà, mais au début, effectivement, tu es un peu sec parce que d'autant plus que tout ce que vous trouvez comme aide, c'est sur du code C. Donc après, il faut faire l'opération inverse de dire, je repasse du C au C# avec les spécificités de CUDA-FI pour dire, le game dit, c'est simple, tu fais ça dans ton C, mais il faut que je le fasse dans mon C#. Bon, heureusement, on a le code source de CUDA-FI, donc des fois, on ouvre le traducteur, on va regarder comment il fait et comment il va traduire ça pour. Je vous vends pas du rêve, hein, c'est pas simple. Hein. Ma conclusion à la fin, c'est si vous voulez faire du GPGU, faites-le en C. Mais, mais voilà. Et donc au final, j'arrive à ça. Et puis, alors je vais repasser sur le debug pour une raison très simple, c'est que qu'en release à 202, il y a des trucs qui fonctionnent pas très bien. J'en suis où là? J'avais tout réduit, oui. Et le 202, je l'ai appelé carrière mincut. Bon. Donc, hop là. Non, pas le C++. Et quand je le fais en GPU sur le fichier, donc un fichier .txt donc qui contient 202, on va attendre un peu, vous allez voir. Donc, je vous rappelle, il y a 3, voilà, où il y a ça, des fois. Donc, error launch failed, ça s'appelle un TDR. Timeout discovery, c'est ça. Voilà, vous le voyez comme ça, vous avez, et en fait, voilà, on vous dit error launch failed. Il n'y a pas d'autres informations que ça. Et à partir de là, il faut trouver ce que c'est. Donc je vous le dis, quand vous voyez ça, c'est que vous avez un shader qui prend trop longtemps. Ah, marrant, ça marche. Écoute, je vais faire un graphe un peu moins gros. Ça avait tendance à passer. Avant, je vais faire un graphe de 102. Non, se dire des fois ça passe, des fois ça dépend ce que de la. Enfin, c'est comme tout, ça dépend ce qu'il y a déjà en mémoire côté GPU, etc. Et alors c'est plus ou moins déterministe, hein, à quelques secondes, à quelques millisecondes près, mais bon, tu vois, là je suis. Putain, il me le fait sans arrêt. C'est quoi ça? Alors ça c'est bizarre, il y a un truc qui cloche là. Il y a un truc qui cloche. Bon, alors, je vais pas vous parler de l'effet démo, mais quand même là ça fait beaucoup. GPU, je disais, sur le 100, 110. Bah non, c'est super bizarre. Je l'ai retesté juste avant, bordel, ça passait avec 202. Je suis en RDP sur la machine chez moi, donc. Bon, après, effectivement, je suis sûr. Alors, oui, parce que effectivement, c'est pas con ce que tu dis. Parce que du coup, la machine, elle a contracté la machine, elle me transmet du 1024. Effectivement, c'est pas con du tout ce que tu dis. Ça a l'air bête, mais ça peut jouer, en fait. Parce que je tape le GPU qui cherche l'affichage aussi, donc effectivement, c'est peut que ça joue. C'est pas bête. Si allez, je vais essayer avec un graphe à 59, on va mettre un mincut à 3. Non, j'ai dit le C#. Mais là, ça commence à faire sur le 50 doit passer. Ouais, voilà, le 50 passe.
et par contre le 50 va vite, c'est ça qui m'embête. C'est ce que je voulais vous montrer. Il veut vraiment pas passer le 100? Non, il veut vraiment pas passer. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est très bête, c'est que ça prend beaucoup plus longtemps en GPU qu'en CPU. Oui, merci. Je vais peut-être fermer mon Outlook aussi. Oui, merci, j'ai des mails, je suis d'accord. Allez. Voilà, ça j'en aurais pu. Ça prend beaucoup plus longtemps. Alors, je vous ai dit, au final, ce que je fais, c'est que... ce que je fais, c'est que je fais 200 itérations, enfin, je fais nombre de nœuds d'itération côté CPU, et à chaque fois, je merge un nœud. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par le fait que je vais lancer 120 000 threads, on va regarder l'exemple de ces nœuds, 120 000 threads qui vont aller chercher dans mon tableau d'aléatoire, qui vont aller chercher 2 entiers dans mon tableau d'aléatoire, d'accord, qui vont aller chercher dans mon tableau de mémoire de travail les 2 nœuds correspondants, puis qui vont aller construire cette mémoire-là, donc c'est géographe, ça va vite, et qui vont aller chercher. Donc, en fait, chaque thread que je vais lancer va aller chercher 2 zones mémoire, enfin 2 entiers dans une zone mémoire, et puis la thread qui va repasser immédiatement derrière sur le même cœur du GPU va aller chercher 2 entiers totalement ailleurs. Conclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque contraction de graphe, je me tape un accès à la mémoire globale du GPU, et ça c'est hyper long. Pourquoi? Parce que la mémoire elle doit être redescendue dans le cache L2 puis dans le cache L1 à coup de transition, et que ça c'est un truc qui prend un max de temps, quoi. Donc en fait, en faisant ça, en coupant et en faisant mes 200 itérations de contraction côté CPU, je perds totalement l'accès local à la mémoire côté GPU. C'est-à-dire au lieu d'accéder à 2 tableaux qui sont contigus, à chaque fois je vais aller recharger de la mémoire, etc. Vous rajoutez à ça une probabilité non nulle que 2 threads qui sont lancés l'une après l'autre, mais à des endroits différents de mon GPU, à y taper la même mémoire, de fait, c'est le même graphe qu'on va, c'est la même boucle. Vous vous retrouvez avec un système que non seulement je dois redescendre depuis mon cache, mais je dois aussi remonter depuis le cache local de l'autre côté avant de redescendre. Pourquoi? Parce que forcément, y a un petit lock en écriture qui traîne dans un coin et qu'il faut attendre qu'il soit terminé. Conclusion, quand je regardais un petit peu, finalement, je ne fais pas vraiment du parallélisme quand je fais ça. Ça va bien séquentialiser toutes mes contractions, et ça les fait les unes après les autres parce qu'elles passent leur temps à attendre sur la mémoire et attendre que la petite sœur d'à côté ait libéré la zone mémoire qui va bien que je puisse m'en servir. Et donc du coup, le random et le GPGPU, ça ne marche pas ensemble, quoi. Conclusion à laquelle j'en suis arrivé, c'est que l'algo qui avait l'air super bien, qui avait l'air parfait pour faire du parallélisme massif et donc faire du GPGPU, en fait, on ne peut pas en faire. On ne peut pas en faire, pourquoi? Parce que soit on a une méthode trop longue, donc on se prend le TDR, et donc du coup, alors c'est ça où vous figez votre machine, hein, après ça marche aussi. C'est-à-dire que, alors, ça pourrait marcher en fait. Ça pourrait marcher si vous avez des cartes graphiques dédiées, et que vous virez le TDR dessus, vous le shuntez, c'est possible, hein, c'est pas un problème, et puis vous dites, si mon shader il tourne pendant 5 minutes, c'est pas grave. Et auquel cas, effectivement, je vais lancer la grille sur un 780, c'est 1024 par 1024, je crois. Donc 1024 blocs de 1024 threads. Donc je vais lancer, je peux lancer 1 million de contractions en parallèle, vont prendre chacune 5 minutes, et puis c'est pas grave. Si je veux en lancer, si j'ai un graphe à 800 nœuds, ça va faire 4-5 fois, ou au pire, je mets des cartes graphiques, j'en mets 5 ou 6 en parallèle, je me fais une ferme GPU, quoi, et ça passerait. On pourrait y arriver comme ça. Simplement, effectivement, on sait qu'une contraction, ça prend 5 minutes, donc tous les 5 minutes, il y en a un certain nombre qui sort, quoi. Par contre, si vous faites ça sur votre ordi à vous, qui n'a qu'une carte graphique, comme tout ordi qui se respecte, et que vous ne pouvez pas la détruire trop longtemps, parce que sinon, votre ordi il est juste mort, ça ne marche pas, parce que juste le calcul de contraction, c'est trop long. Et que, inversement, le couper en disant, je vais contracter un nœud. Alors, j'ai essayé après de dire, je ne vais pas contracter un nœud, je vais en contracter une dizaine à chaque fois. Alors, on accélère un peu, certes, mais on se retrouve quand même sur des temps qui sont plus longs que quand on le fait avec le CPU. Alors, je vais relancer le même, par contre. Et je vais le lancer sur le 200, parce que sur le 200, parce que je suis optimiste. Voilà. Donc là, je l'ai fait en C++. Ça met 2 secondes 3. J'ai pas utilisé CUDA. J'ai utilisé C++ AMP.
Alors C++ AMP, ça c'est sorti il y a 2 ans et demi maintenant. D'accord. Alors 200 c'est la limite haute, hein. Là je passe en extrême limite de mon TDR. Si j'en mets 250, je meurs. Et encore là je suis joueur, une fois tous les 15-20 fois ça plante. Et en C++ AMP, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé ma logique de dire j'ai une méthode contract qui va contracter mon graphe, donc la méthode que je vous disais au début. Voilà, et puis je vais lancer là. Sauf que du coup, comme je l'ai écrit en C++, je perds, il n'y a pas l'étape de traduction CUDA-file, et du coup j'ai pu optimiser un peu les accès mémoire moi-même plutôt que de laisser un traducteur le faire. Donc c'est un peu plus efficace, et surtout, je mets mes tableaux en mémoire statique côté GPU. C'est-à-dire que je ne fais pas un gros tableau de 209 fois nombre d'itérations dans lequel je vais taper. Chaque thread a sa mémoire locale, sauf que là, la mémoire, elle n'est pas allouée dynamiquement, elle est allouée statiquement. Donc du coup, le GPU, il s'en sort parce qu'il peut prévoir la mémoire dont il a besoin au démarrage. Et donc, AMP aussi, c'est pareil, va calculer la taille de la grille pour tout seul pour vous, de manière à ce que je ne vais pas mettre 1000 threads par grille, je vais pas mettre 1000 threads si ça ne rentre pas, quoi. Je vais faire sur chaque bloc, je vais mettre qu'une centaine de threads de manière à ce qu'elles aient la mémoire nécessaire pour travailler. Donc on perd un peu en efficience, mais il fait le réglage pour vous, en fait. Parce qu'il sait en avance de phase, hein, parce que là, y a pas, ça c'est du tableau statique. Alors ça c'est pas possible en C# en fait. C# c'est pas faire ça. Voilà. Mais en C++, on peut dire, voilà, je vais avoir besoin d'une zone de 200 nœuds. Donc par contre, corollaire, là encore, c'est ce que je vous dis, je suis obligé de recompiler à chaque fois. Et donc AMP, il travaille comme ça, c'est-à-dire qu'il va dire ok, tu as besoin de ça de mémoire, bon je peux mettre donc X threads par bloc, du coup je vais générer N blocs, et si j'ai pas assez de blocs, je fais une deuxième passe. Si vous faites en CUDA, c'est à vous de gérer tout ça à la main. J'avais commencé à le faire, et puis ça impose des calculs assez compliqués où il faut évaluer la mémoire dont on aura besoin. Enfin bref, c'est sympa, mais il y a des outils qui le font pour vous, c'est mieux, quoi. Et donc en AMP, en fait, ce que vous avez, c'est assez simple, hein. En AMP, pour ceux qui ne se connaissent pas, ça consiste à rajouter restrict AMP à la fin. À taper, au lieu d'avoir des tableaux, on a des reviews. Alors c'est quoi une review? C'est pareil, ça signifie j'ai copié ma donnée côté GPU, quoi. Vous avez un tableau côté CPU. Mon main traîne par là. Non, pardon, c'est là. C'est là, c'est en bas. Voilà, mon main, je lui passe des vecteurs de vecteurs, donc je lui passe un tableau carré entier qui représente mon graphe. Ce que je fais, le copy to device qu'on a vu en CUDA, vous le faites comme ça en AMP. Donc c'est pareil, je vais copier mes données côté GPU, et puis derrière, je vais lui dire, tiens, tu me fais un parallel for each, et tu me fais ça côté GPU. On peut, c'est ce que je lui ai dit, j'avais fait des essais, on peut lui filer un accélérateur custom, et l'accélérateur, je lui dis dedans, tiens, disable GPU timeout, donc dégage le TDR. Bon, après 2 resets, je lui dis rien. Parce que c'est sympa, mais votre écran qui répond plus, votre machine qui réagit plus à rien, on s'en lasse assez vite. De quoi? Là, non, là, c'est moi qui l'ai codé, le kernel, là. Ah là, il est là. En fait, c'est ça, si tu veux. C'est cette méthode-là. Là? Ah non, non, le restrict MP, il sort de l'assembleur derrière c'est de l'OpenCL. Ouais, le compilateur C. Et alors là, il y a un truc magique, c'est que là, vous pouvez débugger votre GPU pour de vrai. C'est-à-dire que vous allez dans les propriétés, vous lui dites debugging, je veux débugger mon GPU, et vous pouvez faire du pas à pas dans le code GPU, c'est un bonheur. Il te lance, alors pour le coup, quand tu fais ça, il passe plus du tout par le hardware, il lance un GPU émulé. Alors ça va moins vite, hein. De ce coup, ça va moins vite. En fait, là, il lance un GPU émulé, et tu peux faire du pas à pas, voir un peu ce qui se passe. Et comme pour le coup, il se base pas sur du CUDA, qui quand même, alors le CUDA, c'est bien, c'est hyper rapide, mais c'est vraiment extrêmement lié à votre driver et donc à la manière dont fonctionne votre carte graphique. Là où l'OpenCL ou l'AMP, enfin qui utilise l'OpenCL, c'est une norme générique qui est prévue pour fonctionner partout. Donc du coup, en fait, voilà, qui dit spec abstraite qui est indépendante du matériel,
dit que bah, l'émulateur il fonctionne comme le matos, il répond comme le matos. À partir du moment où il répond à la spec, il va répondre pareil. Ah bah au début j'ai débugué à l'émulateur, puis après j'ai lancé, puis c'est là que j'ai découvert, je te dis, le TDR, c'est là que j'ai découvert des choses rigolotes comme un truc très bête aussi. Je n'en ai pas parlé des différents types de mémoire. C'est-à-dire que là mon graphe, je fais un copy to constant memory. Traduction, je dis, ben voilà, tiens, je le mets dans une texture. Les textures, c'est bien, c'est de la lecture seule. Donc il n'y a pas de lock en écriture, il n'y a pas rien, il ne se pose pas de questions, bah, vous pouvez y accéder à 50 000 en même temps, c'est de la lecture seule, il vous le file, ça va hyper vite. Donc je l'ai mis dans un. J'ai dit, bon, bah, je vais stocker mon graphe, comme j'y touche pas, je peux le mettre dans une texture et ça marche. Sur l'émulateur, il n'y a pas de problème, quelle que soit la taille du graphe, ça rentre. Bah, sur votre GPU, vos textures, elles sont un peu limitées en taille. Votre graphe, il rentre plus. Et donc du coup, là, ma taille maximum de mon tableau maximum, c'est 200 par 80 en gros. Voilà, au-delà, ça rentre plus. Donc voilà quoi. C'est la taille maximum. Non. La taille maximum d'une texture, c'est de l'hexa. C'est. Je crois que c'est ça. Non. Alors 200 par 80 par 32. Non mais là je suis en hexa. Mets-toi en décimale. 200 par 80 par 32. Ouais, voilà, en fait, c'est 1 suivi de, c'est ça, c'est 1, 0, 0, 0, pardon, c'est ça. Donc, votre taille de texture maximum, elle est là. Elle est de, bon, alors, c'est pas négligeable quand même, hein, vous avez droit à 1 kilooctet. Sauf que des entiers dans 1 kilooctet, on n'en met pas des milliards non plus. Et là encore, hein, c'est lié au monde graphique d'où ça vient. C'est-à-dire une texture graphique, ça fait rarement plus de ça. C'est pour ça que vous avez les textures à différents niveaux, à différentes distances. Sur un jeu vidéo, vous avez la texture quand votre viewpoint il est là, vous avez une texture hyper détaillée. Pourquoi? Parce qu'elle est sur un polygone beaucoup plus petit, et donc, du coup, on met plus de textures pour faire la même chose. Quand vous êtes beaucoup plus loin, plutôt que de représenter 50 000 petites textures, on en représente une grosse qui est plus grossière. Et à chaque fois, ça reste un bitmap quoi, qui est pas hyper gros et qu'on plaque sur des polygones. Donc il y a les notions de méga texture qui existent aussi. Typiquement dans un jeu vidéo, le ciel, c'est une seule texture. Et pour le coup, c'est ce qui s'appelle une méga texture, où là, on a beaucoup plus de place pour la mettre. Mais le principe, c'est que les méga textures, il y a une grosse contrainte, c'est que globalement l'accès il est beaucoup plus lent. Donc le principe, c'est de dire on peint la méga texture en fond et puis après devant on pose tous les polygones. En gros, c'est votre fond d'écran quoi. Et donc, il n'y a pas moyen d'y accéder tel quel. Vous lui dites, ok, je veux faire une nouvelle image. Il dit, tiens, voilà, boum, j'ai déjà mis la méga texture au fond. Débrouille-toi à partir de là. Rajoute des trucs dessus. Et ça, c'est le GPU qui gère en hardware. Et donc, du coup, pour représenter un graphe, ça marche pas des masses parce que ça veut dire qu'il faut qu'on commence à lui dire, hey, je veux calculer une image. Sauf que, on calcule pas vraiment d'image. On fait d'autres choses. Oui. Oui, on pourrait, oui. Sauf qu'après, derrière, on rentre dans les. Enfin, derrière, on rentre dans des. Il faut s'assurer qu'on va faire des calculs de polygones, donc il faudrait représenter les trucs de polygones, etc. C'est pas. Enfin, c'est un domaine que je connais pas du tout, ça, tu vois. Et je suis sûr qu'on peut y arriver. Mais à mon avis, il faut apprendre à faire de la programmation. Il faut apprendre à faire des moteurs 3D avant de commencer à faire des choses, et j'avais pas vraiment le temps. Oui, oui, ouais, effectivement. Là, ce que je voulais, c'était vraiment aller faire tourner mon code sur le GPU, quoi, et mettre les mains dedans. Effectivement, après, il y a des bibliothèques qui vont permettre, ouais, les BLAS, tout ça, qui vont permettre d'abstraire et de faire des choses. Mais bon, c'est pas drôle si les outils codent pour vous. C'est pas vous qui l'avez fait. Oui, en plus. Oui, oh, ça va, hein. Donc voilà. Voilà en gros. Et puis donc au final, effectivement, alors on gagne pas grand chose hein, là sur le. Vous voyez, je le fais si je fais la même en C++ sur le CPU.
Bon, voilà. On gagne pas énorme, hein. On divise le temps par 2 seulement. Et là, je suis au niveau où je fais toute ma contraction de graphe dans un thread. Donc pour le coup, j'accède vraiment aux variables locales. J'ai pas de problème de cache. Mon graphe, il est accédé une seule fois, il est constant. Donc pareil, il a été mis en texture. Je gagne pas énorme sur 200 nœuds. Après sur 500 nœuds, mon GPU s'explose. Donc je peux pas vous dire ce que je gagne. Effectivement, le CPU, il le fait en 5 minutes en gros. Sachant que sur le CPU, j'ai 8 cœurs. Donc à ce niveau-là, en fait, qu'on soit clair, j'ai vraiment beaucoup plus gagné en optimisant mon algo qu'en essayant de le passer sur GPU. Et donc la conclusion que j'en ai tirée, c'est que faire des accès aléatoires, ça ne se prête pas au parallélisme et que du coup, sur le papier, ça a l'air d'être une bonne idée. On va dire, hey, regarde, on fait la même chose, mais en fait, on ne fait pas du tout la même chose. Faire la même chose, c'est quoi? Ça aurait été effectivement faire une opération sur des données mémoire contiguës constantes. Là, je fais des accès mémoire aléatoires à chaque fois. En fait, je fais un truc qui ne marche pas. Alors, j'y ai pensé. Voilà. Je me suis fait des nœuds au cerveau. Je me suis dit, bon, attends, sûrement quelqu'un qui l'a déjà fait. Hein, je vais aller voir sur Internet. Et en fait, non. Bah non, parce que si tu peux précalculer tes étapes, ça veut dire que tu as contracté ton graphe. C'est la même chose, en fait. Ça consiste, tu prends 2 nœuds au hasard, qui sont liés, et tu les fusionnes. L'algorithme, il est aussi conseil. Tu fais ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 nœuds dans ton graphe. Voilà. Donc en fait, tu peux pas dire, tu peux pas. Alors j'y ai pensé, tu sais, tu pourrais dire, je pars d'un nœud, puis je trace un chemin. Sauf que tu prends le risque de tracer ce chemin-là et puis d'avoir un nœud là, un là, un là. Et ces deux-là, tu peux les fusionner parce qu'ils sont pas liés. Tu vois? J'y ai pensé, je me suis dit, je veux faire ça. Et en fait, du coup, tu es obligé à chaque étape de dire, maintenant que j'ai fusionné ces 2 nœuds, cet axe-là, il a disparu. Mais si je les fusionne avec ceux-là, j'ai ces 2 axes-là qui disparaissent. Donc je peux pas aussi c'est de prendre des axes au hasard et puis de dire je prends un axe et puis je précalcule une liste d'axes et j'y vais, sauf que tu prends le risque de dire voilà, si une fois que j'ai fusionné ces 3 là, j'ai 3 axes qui ont disparu, c'est ce qui se passe si dans ceux que j'ai précalculés, il y en a un. Alors, une autre solution qui consiste à dire je vais ordonner tous les axes et puis je vais avancer jusqu'à ce qu'il me reste plus que 2. Sauf que là encore c'est pareil, si tu fais ça, ça veut dire que en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir des tableaux avec la liste des axes. D'accord? Et puis pour bien faire, comme pour contracter des axes, tu vas mettre autant de fois que tu as de boucles ton graphe en mémoire. Donc ça tient plus. Et alors que tu trouves des papiers où les gars te disent non mais en fait on s'en sort en faisant si on coupe le truc si on coupe le graphe en 2, enfin bref, tu t'en sors en disant je prends la racine carrée du nombre de nœuds, je travaille dessus et j'aurai le même résultat. J'ai lu le papier, je l'ai relu, je l'ai lu 3 fois, j'ai toujours pas compris. Mais ça a l'air d'être possible. En fait, les gars sont arrivés à une implème où tu travailles pas sur le nombre de nœuds, mais sur la racine carrée du nombre de nœuds. Et tu le fais 2 fois, et ça donne le même résultat. C'est ce que j'en ai compris. Après, les détails pratiques, je peux vous envoyer le papier si vous voulez, c'est pas... Voilà, c'est bon. Il y a de la théorie des graphes, il y a des maths, il y a des trucs. Enfin bon, c'est du papier scientifique en plus, donc c'est déjà dur à lire à la base. J'ai craqué, j'ai pas compris ce qu'il disait. J'ai juste pas compris. Mais bon, en tout cas, le principe, c'est que j'ai appris. Maintenant déjà, je vois à peu près ce qui est parallélisable et ce qui ne l'est pas. Voilà. En gros, vous pouvez paralyser si effectivement si le calcul s'y prête et si en termes de mémoire, vous arrivez à travailler sur des zones mémoire contiguës et vraiment à dire et indépendantes. Pourtant, c'est contiguës et indépendantes. Si vous travaillez sur des zones mémoire qui ne sont pas contiguës, vous allez vous taper des accès cache qui peuvent remonter très haut, c'est-à-dire qui peuvent remonter jusqu'à la mémoire générale du GPU. Et alors, déjà côté CPU, c'est pénalisant un accès cache. Alors côté GPU, c'est encore pire. Oui. C'est en fait, tu as soit tes registres, tu vois, 65 000 registres, c'est pas négligeable, quoi. Ça veut dire 65 000 entiers, ça commence à te faire 256K, 256K de registres. Bon, tu commences à mettre des choses. Tu as un cache L1 qui est guère plus gros,
tu vois, qui est, pareil, on parle de blocs. Hein. On parle de blocs, c'est-à-dire de paquets de 1024 threads qui vont accéder, qui se partagent 256 K de mémoire de registre, qui se partagent en gros 1 méga sur le 780, qui se partagent 1 méga de L1. Et puis après, derrière, je vous parle de L2, mais en fait, non, vous êtes direct dans la mémoire générale du GPU. Alors, c'est de la GDDR5, ok, c'est rapide, hein, ça traîne pas, mais bon, quand même, quoi, en termes de nombre de cycles, pendant ce temps, vos cœurs, ils font oula, ils vont prendre un café, ils sortent en boîte, ils font la fête, ils partent en vacances au bord de la mer, ils reviennent, et puis ça y est, ils ont leur mémoire. En fait, si vous voulez, le GPU, il est ultra optimisé pour une chose, c'est pour faire de l'image. Et faire de l'image, c'est quoi? Ben, ça consiste à dire, j'ai un paquet monstrueux de triangles à évaluer. Un triangle, c'est quoi? Ben, c'est 3 entiers. C'est pas gros. Donc, c'est optimisé pour ça, quoi. Et pareil, les textures, c'est mis dans une mémoire en accès seul. Les shaders, il y a des contraintes fortes sur les shaders, il faut qu'ils exécutent le plus vite possible. Et c'est pas très gros un shader non plus. Et un autre truc aussi, c'est que le code assembleur d'un shader, il doit tenir pareil dans 256K. Au-delà, ça rentre pas. Au-delà, si vous avez plus de 256K d'assembleur, ça rentre pas dans un shader, il faut le couper, il faut le redécouper, il faut faire ça. C'est un truc qu'on peut choper aussi, ça se montre vite. Donc du coup, forcément, ça vous oblige à penser votre code en disant mes kernels, ils sont forcément petits. Ils font pas grand-chose. Et pour qu'ils fassent pas grand-chose tout en le faisant, là encore, toujours sur une zone mémoire contiguë et indépendante des autres, ça veut dire votre problème de base, il doit s'y prêter. Voilà, il est massivement paralysable et pas seulement en vue de l'esprit. C'est-à-dire que là, on a l'air de dire, c'est pas, enfin, contracter je fais de la contraction de 2 nœuds. Je le fais 198 fois sur un graphe de sens, c'est paralysable, c'est toujours la même opération. Sauf que c'est pas sur des zones indépendantes en mémoire, puisque chaque contraction dépend des autres, ça dépend des précédentes. Et puis si vous faites ça, si vous dites c'est pas grave, je vais lancer 120 000 fois, je contracte un nœud, puis je relance, je contracte un nœud, pour le coup vous avez des accès mémoire croisés. Voilà, la mémoire elle vole dans tous les sens et ça rame. Alors quand il tourne, honnêtement, quand il tourne, il prend 50 secondes. Voilà. Les temps que j'avais, moi j'étais sur 50 secondes pour faire la contraction sur le GPU, alors que sur le CPU, je suis à 6 secondes. Alors, pour le coup, le random, il est beaucoup plus efficace. Tu vas 10 fois plus vite, entre 5 et 10 fois plus vite selon ton CPU, ton GPU. Mais là, même Nvidia, ils l'ont benché, le random. Hein. Tu as les benches sur leur site, tu les trouves, le CPU rand, il est benché. Pareil, les transformations de Fourier, c'est un truc, ça marche bien. Quoi. C'est idéal pour ça. Voilà. Et par contre, quand tu travailles en local, la mémoire, elle est ultra rapide. C'est-à-dire, pour générer une image dans un jeu vidéo, il y a en gros 1 téraoctet de mémoire de données qui s'échangent dans tous les sens. Voilà, grosse un peu plus maintenant, parce que 1 téra, c'était il y a 4-5 ans. Donc le GPU, en fait, il gère, il alloue, il désalloue globalement 1 téraoctet de mémoire à chaque image, 60 fois par seconde quand vous faites un jeu vidéo. Donc quand on fait ce pourquoi c'est prévu, ça dépote, quoi. Mais quand on fait des choses qui s'y prêtent pas, on se retrouve à faire avoir tout. Enfin, honnêtement, hein, quand il prend 50 secondes, quand je relance le processeur, mon GPU il bronche pas, il monte vaguement à 1% d'utilisation. Pourquoi? Parce que toutes mes threads finalement elles attendent les unes sur les autres. Et donc le GPU, lui, vous lancez un Process Explorer, là si on l'a là, alors ça va être un peu délicat, mais il est à 0%. Ça c'est pas normal, il est censé. Il prend quoi comme engine que le 0? Alors il doit y avoir une merde liée au fait que je suis en RDP. Normalement il tourne quand même à 0,5, ne serait-ce que pour afficher le bureau Windows. Hein. Donc là, le processus il doit se vautrer. Ah, c'est moche, j'aurais bien voulu vous montrer ça. Mais bon, globalement, là, sur le truc, le GPU, il bronche pas. Hein. Il monte pas très haut. Voilà. Et même sur la MP qui tourne en 2.5, il ne le voit pas passer, quoi. Ce qui me fait dire que si j'avais la mémoire nécessaire là, si j'avais la mémoire nécessaire en local, je pourrais contracter des graphes monstrueux. Sauf que là, ça va pas marcher parce que si j'essaye, si je fais un créé de graphe, si j'en fais un je crois, à 300 nœuds, voilà, on va mettre un min cup à 23 par là.
et que je relance, alors je vais lancer la version C++, hein, parce qu'elle fonctionne. Ah si, à 300 elle tourne, c'est marrant ça. Oui. Ah pardon, 13 millisecondes. Attends, excuse-moi, on va essayer, on va voir. Donc, tu vois, là je pense qu'il est mort là. On a vu bouger quoi? On a vu bouger un peu de... Ouais, non, là, 0%, c'est pas normal. Peut-être qu'en capturant le process lui-même. Attends, je vais essayer de le relancer. Ah oui, non, en fait, voilà. Non, on parlait de... Bah là c'est juste, je peux cliquer où je veux. Hein. Mon affichage, il est figé. Sauf que comme je suis en RDP, ben, l'affichage de mon ordi local, mais l'ordi... voilà, il se passe plus rien. J'attends. Vous comprenez le TDR, du coup? Au bout de 5 minutes, c'est lassant. Là, je peux cliquer où je veux. Voilà, ah, ça y est, il a fini. Et quand il répond clic, c'est qu'il a terminé. Voilà, puis là, ouais, il a mis, bon, plus le temps, il est un peu aléatoire, ça dépend des fois, ça dépend de... Bon, bref. Et si je lance en CPU, le 300, il doit prendre combien? On va le lancer, on va attendre un peu, à mon avis, il en a pour une minute ou deux, mais bon. Donc voilà. Ah là, mon CPU, pour le coup, lui... pardon. Il est où mon Process Explorer? Il est là. Ouais, tu vois, mon CPU, il est là. Là, pour le coup, lui, les 8 cœurs, il bouge. Hein. Eux, ils bossent, t'inquiète pas. Là, il n'y a pas de problème, ça cravache. Voilà. Puis alors, en plus, mon GPU, il me renvoie 0, ce qui n'est pas normal, parce que tu vois, il devrait me renvoyer 23. Ou alors, c'est mon crédit de graphe qui est encore plus buggé que ce que je voyais, mais bon, on va voir ce que donne la CPU. Donc, bref. La conclusion, c'est que, ouais, ah bah non, il me renvoie 0, voilà, c'est ce que je vous disais, parce que j'ai mis un try catch sur le TDR. Bim. Voilà, le code de retour d'un TDR, c'est ça. Voilà. Et ça, il reste 52 secondes. Et ça, en décimale, ça fait 887A0006. Donc, puis quand vous cherchez l'hexadécimal sur Google, vous tombez sur le TDR et le pourquoi du comment. Donc voilà. Donc vous voyez, ça fiche bien l'affichage. Hein. Et puis après, il y a une dose qui vous dise, pendant 10 secondes, hein, c'est les fameux, je les règle à 10 secondes sur le système au lieu des 2 secondes par défaut. Et au bout de 10 secondes, il vous dit, bon, bah, je vous tue la carte graphique, le driver, et je remonte. Ce qui prouve que c'est bien fait quand même, parce que bon, l'OS il est capable de tuer le driver graphique et d'en créer un à la volée, et ça marche toujours aussi bien. C'est assez impressionnant, mais bon, ça c'est annexe. Donc voilà, donc là effectivement, bah, je me retrouve avec un accelerator view removed qui veut dire en gros, ben voilà, désolé mon brave monsieur, mais il est trop long. Donc voilà quoi en gros, les petites découvertes que j'ai eues en essayant de faire du GP-GPU en .NET, et en essayant de faire du GP-GPU tout court d'ailleurs, et je me suis aperçu que ça marchait pas du tout comme je le pensais. Je vous ai pas parlé aussi des accessoires, il y a un truc très rigolo aussi qui explique la ralentissement, c'est la notion de banque. C'est-à-dire quand je vous dis il y a les GPU en fait, ils vont stocker au niveau des caches la mémoire en banque verticale. Donc je vais stocker mon premier entier ici, mon I1, puis blam, bon, des banques j'en ai 128, hein, jusqu'à I128. Puis le 129e entier, je vais le stocker là. Et en fait, le principe, c'est que une banque ne sert qu'un accès à la fois. C'est-à-dire que si vous avez besoin de ces deux-là en même temps, sur deux threads différentes, eh ben, ça va séquentialiser. D'accord? Donc ça fait des transitions horizontales, c'est-à-dire qu'on remplit on remplit ligne par ligne, et on accède colonne par colonne. Il y a sûrement une très bonne raison pour ça, mais enfin, le fait est là, et de dire que ça explique ça explique en plus ce qui se passe là, quand je recontacte, c'est une autre explication, enfin, ça rajoute une explication qui consiste à dire, bah, je vais rentrer mes paquets, là, mes tableaux, je vais les rentrer verticalement dans mes caches, et puis bah, la proba pour que, avec la magie du random, il y ait deux threads sur les 1024 qui tapent dans la même banque, elle est quand même pas négligeable. Et donc, bah, du coup, ça séquentialise. Les accès bah, la première, elle accède à sa banque, et puis la deuxième, on lui dit tu vas attendre que la première ait fini de travailler sur son entier pour pouvoir bosser. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que au niveau de vous registrez votre cache, ça marche comme ça. Donc ça descend en ligne et ça accède en colonne.
Et donc, bah, si vous descendez 4 tableaux et que vous faites 4 algos qui avancent comme ça, eh ben, en fait, ça va juste les séquentialiser, ils vont s'attendre. C'est juste l'accès à la mémoire locale. Non, non, c'est pas le temps d'exécution, c'est juste sur l'accès. C'est-à-dire que si je te dis, si tu dis, ouais, je vais suroptimiser, je vais lancer mes trucs, et puis je vais descendre, et ils vont chacun prendre leur mémoire, ils vont la parcourir de gauche à droite, bah, tu as meilleur temps, en fait, à les décaler de 1 ou 2 entiers, prends-en 2 ou 3 pour être sûr, et puis à dire, bah, ils vont avancer, mais comme ça. Parce que là, tu paralyses vraiment. Si tu le fais comme ça, bah, en fait, ils vont tous dire, hey, je veux mon premier entier. Puis on va leur dire, oui, bah, tu vas attendre les autres. Donc c'est pareil, c'est un truc, à un moment je suis tombé sur un article qui expliquait ça, je fais ah, je commence à comprendre aussi un truc. Ouais, oui, tu t'aperçois, enfin, attends, Insight, est-ce qu'il est lancé là? Insight Monitor. Oui, je suis d'accord. Voilà. Oui, ben non, je vais pas faire une bonne mise à jour là tout de suite. Open. Ah oui, non, merde, c'est vrai que là, ça c'est le monitor. En fait, le monitor, il va recevoir en fait, tu mets des sondes dans ton truc et faut que je les mette et il envoie au monitor. C'est vrai que j'ai oublié ce détail. Et en gros, il te fait les rapports. Attends, comment j'ai... Oui, non, parce que j'ai plus le... Mais après, voilà, tu peux lui dire ça, tu peux lui dire de dire comment de récupérer les stats. C'est là que tu peux régler le TDR, justement, c'est là que j'ai mis à 10. Tu peux le désactiver aussi, je vous le déconseille, mais bon, tu peux le faire. Alors, tu peux le désactiver en fait si tu as un GPU dédié au GPGPU. Si c'est pas celui qui gère ton affichage principal. Oui, oui, j'en ai un, oui. Ah, il aurait fallu que je recable, essentiellement parce que le câble HDMI il sort de la carte graphique et il va à l'écran. Il aurait fallu, et puis ben, comme je savais que j'allais prendre une carte graphique, j'ai pas le port VGA qui va bien pour brancher sur la carte graphique intégrée. En fait, c'est une question matos, hein, c'est une question hardware. C'est simplement le GPGPU, effectivement, le GPGPU Intel qui est dans le proc, bah, il est relié à rien sur mon ordi. Il n'a pas de sortie externe. Si, la carte mère, il y en a une, mais je ne l'ai pas branchée. Voilà. Quand j'ai monté l'ordi, je ne l'ai pas branché, c'est tout. Vu que je l'ai monté avec mes petits doigts à moi, je voyais pas l'intérêt de brancher cette sortie en plus. En plus, ça faisait un câble qui devait passer juste sous le ventilo du CPU, c'était le bordel. Enfin bref, je l'ai pas branché quoi. Mais ouais, si tu peux. Puisque maintenant ils ont tous, donc si tu as branché ta sortie VGA de ta carte ou HDMI, maintenant ils le font de ta carte graphique intégrée et que tu mets ton écran principal dessus, tu peux te servir de ton gros GPU pour faire ça. Après, ça veut dire que dès que tu vas arrêter de faire du GP-GPU et repasser à du jeu, il faut aller à ton ordi, brancher, rebrancher. Enfin bon, c'est sympa 5 minutes, mais ouais, oui, bah là tu vires le TDR et puis là pour le coup, ça met le temps que ça prend, hein, et ça t'autorise à faire ça. Alors pour le coup, oui, enfin, quand je dis sur un graphe de 202, je mettais 50 secondes quoi, en CUDA. Donc après, ça veut dire aussi que je sais pas, alors, c'est lié à la manière dont je l'ai codé, hein. Ça veut dire qu'en fait, si tu le recodes, c'est-à-dire si au lieu de dire je vais faire 120 000 fois contraction de num et que tu dis je vais faire 120 000 fois contraction de graphe, on va retrouver des temps similaires à la MP. Puisque ben là, du coup, dans ton shader, il va travailler sur le graphe et sur deux tableaux qui sont locaux. Alors qui sont locaux, par exemple 200 entiers, donc ça va dépasser un peu sur la banque d'en dessous, hein, mais bon, globalement, tu vas pas trop te loquer, ça va aller. Le gros souci, en fait, quand tu fais ça, alors, le souci, si tu le fais en .NET, c'est l'absence de ça. Alors, en fait, non. Le langage,
C# ne permet pas de définir un tableau de taille fixe sans faire de new. C'est juste, il ne sait pas faire. C'est pas dans les specs du langage. C'est pas possible. Donc comme tu n'as pas la possibilité de faire ça, c'est-à-dire d'allouer une zone mémoire de taille fixe constante pas sur sur le taille, pas sur la pile, ou l'inverse, je sais jamais, je les mélange toujours. Bah, tu es obligé de trouver une autre technique. Alors tu pourrais le faire avec des structs en faisant unsafe. À ce moment-là, tu peux le faire, effectivement, tu as, un truc qui s'appelle fixed int, et tu peux le faire dans une... alors pas dans une struct, tu peux le faire dans une struct, dans une classe, mais sur du code que tu marques comme unsafe. Un code unsafe qui est fait pour faire en gros du C++ dans ton C#, quoi. Ouais. Alors, après, tu dois pouvoir, effectivement, tu peux faire une struct, je pense, dans lequel tu mets 200 entiers, avec une petite méthode pour y accéder par indice, et puis voilà, quoi. Ça doit pouvoir se faire. Pour le coup, c'est une taille fixe. Hein. Oui. Mais du coup, ouais, tu l'écris pas à la main, tu la génères, quoi. Mais ouais, tu dois peut-être pouvoir t'en sortir comme ça. Je peux essayer, tiens, ça pourrait être drôle. J'avais pas pensé à ça. Ben oui, mais la question c'est tu fais quoi sur ton GPU? Alors si, ce que tu peux faire, c'est générer tout ton random côté GPU. Ouais, tu veux générer un gros tableau de nombres aléatoires côté GPU, tu le récupères, tu vas gagner un peu de temps parce que là, je fais à chaque fois, je fais des. Ah non, mais même là, les randoms, je les fais côté GPU. Là, j'ai récupéré une petite librairie TinyMT qui fait du Mersenne Twister, mais côté GPU. Donc les randoms, là, je les génère côté GPU aussi. Donc ouais, en fait, effectivement, si tu veux faire côté CPU, si tu le fais côté CPU en actant du fait que bon bah voilà, pour différentes raisons, tu peux pas le faire sur le GPU, tu peux quand même aller calculer tes nombres aléatoires sur le GPU, ça va aller beaucoup plus vite. Sauf que le calcul des nombres aléatoires, c'est pas ça qui te prend du temps finalement. Ce qui prend du temps, regarde, c'est que bah, finalement, pour contracter une route, je parcours une première fois mon graphe. Là, en fait, qu'est-ce que je fais? Alors, pour une raison principe, hein, je ne tire pas un indice aléatoire, et puis je dis, bon, ben, il me reste 50 nœuds valides, donc je tire un nombre entre 1 et 50, et je vais chercher le xème nœud valide. Pourquoi? Parce que sinon, bah, au bout d'un moment, quand tu arrives à la fin, qu'il reste 3 nœuds qui sont valides dans le graphe, et que tu fais du random en attendant de tomber sur un des 3 indices, ça peut être long. Bon. Donc là, tu fais un premier parcours, après tu fais un parcours complet de ton graphe, pour aller chercher les destinations valides. D'accord? Donc tu vas faire un parcours de tous tes nœuds en disant bon, est-ce que celui-là il map sur un des nœuds dont je me sers comme source de destination, comme source? Si oui, bah, je vais aller chercher là-dedans la liste de toutes les destinations possibles et puis je vais les marquer là-dedans. Donc bref, tu parcours ton graphe une fois en entier. Et puis ensuite, tu reparcours ça. Ça fait quoi ça? Valide destination. Ah oui, ensuite c'est pareil, bah, tu génères un indice parmi le nombre de destinations valides. Donc bah, tu vas reparcourir ce truc-là, bon pas en entier, hein, mais dans le pire des cas, tu le parcours en entier pour aller trouver la destination du bon indice. Aussi pour la même raison, hein, c'est que tu fais du random. Bon. Et puis derrière, tu reparcours une nouvelle fois ce tableau-là pour dire, eh ben, à ce moment-là, tous les 40, je vais les transformer en 53 par exemple. Et des 40, tu ne sais pas combien il y en a puisque c'est issu des contractions précédentes. Donc en fait, tu vois, tu fais un nombre de parcours de tableau dans une boucle, et ça, tu le fais 198 fois pour un 209. En fait, et c'est beaucoup plus rapide que d'utiliser un objet graphe et des objets nœuds et de les contracter. Pourquoi? Parce que mine de rien, certes, tu fais beaucoup de parcours, mais ça, c'est du temps CPU local. T'as pas d'accès, enfin, tes accès mémoire, ta mémoire, elle est là, elle est juste à côté. Elle est en cache, tout est en cache. Alors que si tu fais de la contraction graphe, certes, en termes de nombre d'instructions, tu en fais beaucoup moins. Par contre, eh ben, tu vas là, ton nœud, quand tu vas merger tes deux nœuds, eh ben, ta liste de vertex, enfin ta liste d'axes, eh ben, tu vas l'agrandir ou tu vas l'agrandir dans un, puis l'autre tu vas l'acheter. Donc tu vas louer, désallouer, tu vas aller chercher des trucs en cache, donc ça va vachement moins vite en fait. Même si tu fais moins d'instructions, ça va moins vite. Parce que bah, tu perds en accès mémoire. Ouais.
Oui, exactement. Ouais, non, mais bon, et à partir du moment où tu y touches, forcément, tu flingues. Et puis il y a un autre truc con aussi, c'est que toucher au graphe. Alors c'est pareil, au début côté GPU, j'avais dit je vais toucher au graphe. Ça marchait bien, parce que j'avais un léger détail. C'est que du coup, ça marchait bien pour le premier thread qui contractait, puis le deuxième, le graphe, ah ben, il avait bougé, tiens. Donc il fallait que je copie 120 000 fois mon graphe dans la mémoire du GPU. Bon, du coup, forcément, la mémoire, au bout d'un moment, quand le graphique grossit un peu, elle est plus trop d'accord, quoi. Ça rentre plus. Donc voilà, toucher au graphe, c'est aussi le problème, c'est de dire je peux plus le mettre en mémoire de texture. Je suis obligé de le mettre en mémoire de travail et je vais travailler dessus, je vais le contracter, enfin je vais bosser sur le tableau, quoi. En soi, c'est pas grave. Sauf que de fait, bah, si je veux faire ça, alors tu peux t'en sortir en disant ok, bah, c'est quoi la taille de mon GPU? Bon, moi je peux lancer n thread en parallèle, puis après je recharge mes graphes, etc. Sauf que là encore, le truc qui est hyper coûteux, c'est le transfert de mémoire entre le CPU et le GPU. Parce que là, on parle d'aller chercher des infos dans la mémoire locale du GPU, déjà ça c'est coûteux, mais alors passer par le bus PCI Express pour aller chercher dans la RAM, alors là pour le coup, voilà quoi, t'as le temps d'aller courir un marathon avant que ça revienne, hein. C'est... Ah bah en fait, si tu veux, je suis parti sur celui-là. Bon, à la base, moi je voulais celui-là, je le sentais bien, tu vois. Je le sentais bien. Et en fait, c'est une connerie. Il marche pas. Donc, je- ah, tu fais de la multiplication de matrice, ça dépote, hein. Ouais. Alors, ouais, ouais, si j'ai pris l'algo de Karger aussi pour résoudre le problème, c'est parce que c'est le plus efficace. Il y a 20 ans de recherche qui montrent qu'on n'a pas encore trouvé mieux. Donc, je n'avais pas la prétention de vouloir arriver et en 2 semaines de faire un truc plus efficace qu'un problème sur lequel se cassent les dents des chercheurs depuis longtemps. C'est... Ah oui, j'aurais pu. Oui, oui, d'accord, oui, effectivement, tu pourrais te dire oui, je fais un algo réduit, ou à ce moment-là, c'est pareil, tu sais, même en regardant le même, je réduis le nombre d'itérations, et puis ma proba de trouver la bonne, elle réduit. Mais bon, tu as des algos, tu en as d'autres qui sont plus approximatifs. Ah bah sans doute, je dis pas. Mais tu vois, là encore, je vous rappelle, quand je suis parti, si tu veux, je me disais simplement, tiens, ça a l'air de bien paralysable, donc ça doit marcher sur un GPU. Je n'avais pas plus de connaissances que ça à la base. C'est après, en le faisant, que bah, je me suis aperçu que ça marchait pas. Alors, tu vas pas l'appeler CUDA-Phi en fait. Tu vas, attends, bah, justement, je vais te montrer. Euh, tu vas, alors il s'appelle 3D CUDA, je crois. Alors, si tu as déjà du code toi que tu as fait, en fait, tu vas lier ton C++ au C Sharp. Et là, ce qu'ils ont fait eux, c'est ça, c'est CUDA.net. Si tu veux, ben, tu vas typiquement, tu vois l'engine, tu vas retrouver. euh, attends, je vais te faire un. Voilà, hop. Tu vas te retrouver avec ça en fait. Tu vois, tu vas faire des délais import de tes méthodes. Tu vas faire du link classique entre du C et du C Sharp. Ah, alors là, bah, si tu as un kernel, ce que tu fais, c'est que effectivement, tu as. Alors, il est où? Il est là. Donc, tu vas le linker et derrière, tu vas l'appeler comme ça. Il est là. Hop. Alors, launch, sauf que bon, alors la méthode launch, là t'as une méthode où tu y passes une méthode, mais tu as aussi un autre proto pour launch qui consiste à dire c'est celui-là. Je lance 1024 par 1024. Je lance la méthode avec kernel et je lui passe et là je lui passe les arguments. Et tu le lances comme ça en fait.
Et là, tu peux y aller, il va la chercher par nom. Bon, alors, il te faut quand même le délai d'import et tout ça. Enfin bref, il faut quand même faire le link toi-même, hein, mais il est capable de l'appeler et de te la paralyser comme il faut. Ça, il sait faire. Après, bon, effectivement, souvent, ce que tu as, c'est que tu as ton code C qui va lancer le. Tu l'as fait avec en général. Quand tu as développé tes kernels, tu as déjà fait le code C, donc passer par là, c'est pas hyper intéressant. Voilà.